Tiers-livre, été 2023, un cycle où on travaille sur l'idée du roman, l'invention, la construction, dans un double mouvement, je l'assume, c'est-à-dire qu'on fait tomber de la matière, on cherche à épaissir les strates là, autour de notre première intuition, de ces choses fragiles qui sont venues, un personnage, un nom, un lieu, et à mesure que ça prend élan, on s'interroge maintenant sur composition, construction, structure, où ça peut aller, où ça nous embarque et comment se détacher de l'atelier pour y aller tout seul. Qu'est-ce qui nous est nécessaire dans ce qui vient là arbitrairement par la suite des propositions, aussi parce que je l'ai construit d'après ce que je vois s'écrire. Alors, on a souvent discuté sur cette question, non pas de l'autobiographie, on a tout un cycle qui s'appelle de l'autobiographie comme fiction, il n'y a pas d'absolue cloison d'écriture entre ça, mais bien sûr, il n'y a aucun impératif de contenu autobiographique dans l'entreprise fictionnelle, mais c'est plus compliqué que ça. À quel endroit, quelle que soit notre entreprise fictionnelle, cette instance de nécessité qu'on cherche à trouver s'exprime par ce qui, à travers nous, dans notre dos, est venu s'imprimer, là, au sens littéral de livre imprimé, dans le texte là, qu'on vient d'écrire, et qui participe, appartient à cette nécessité, ou permet de déceler cette nécessité, parce que ça vient de quelque chose qui nous est uniquement, éminemment singulier à nous, auteurs. Et ça, je voulais absolument qu'on aille y voir. Et c'est aussi plus simple que ça, c'est parce que là, dans les lectures de ces 3 ans, c'est un des livres qui peut-être m'a le plus ému, troublé, mais je ne veux pas entrer trop là-dedans. En plus, c'est pas un hasard, c'est un livre qui, en poche, fait 1000 pages. J'aime beaucoup les livres en poche, qui sont comme des petites briques. J'ai découvert ça quand j'ai reçu moi-même mon livre. J'aime pas trop la couve, c'est pas celle que j'avais choisie. Rolling Stones, une biographie, c'était en 2002 la première publication. Et puis, 1 an et demi après, comme ça avait bien marché, ils me l'ont édité en poche, donc c'était chez Fayard, le contrat avec livre de poche, puisque tout ça appartenait à Hachette. Aujourd'hui, vous savez que ce sont des choses qui valsent et que c'est pas du tout rassurant. Et j'ai découvert que en version poche, mon livre faisait 1100 pages, table des matières comprise, avec table des matières et son petit résumé de chapitre. Ah non, là c'est la bibliographie. Pardon. En tout cas, Stephen King, 1000 pages. Bon, Rolling Stones, 1000 pages. C'est intéressant ce que je dis? Oui. Pourquoi? Parce que à mesure qu'on écrit, et même si on cherche à écrire un texte concis, même s'il y a la plus grande légitimité à s'en tenir au texte concis, et un texte comme Bartleby de Melville, avec là une version maquette en 110 pages, il y a autant d'importance, même peut-être probablement plus, que toute l'œuvre de Stephen King. Donc surtout, on ne fait pas de comparaison de hiérarchie, jamais. Mais en tout cas, non, il n'y a pas de hiérarchie entre le bref et le long. Simplement, quand on travaille le bref, savoir que ce qui résonne dessous, c'est quelque chose qui pourrait partir en ondes concentriques sur comme un petit caillou qu'on lance sur une surface d'eau calme, largement sur 1000 pages. Et savoir que si on travaille un livre de 150 ou 200 ou 300 ou 400 pages, eh bien, potentiellement, c'est cette épaisseur infinie. C'est-à-dire qu'on négocie à l'intérieur de soi avec cette possibilité de tout rassembler dans notre écriture, quelle qu'en soit la longueur. Alors, Stephen King, je ne vais pas
ni défendre, ni parler. C'est quelqu'un en plus que j'ai mis longtemps à découvrir, jusqu'au jour où j'ai commencé à le lire tout simplement en anglais. Ça va plus lentement, mais c'est une langue extrêmement, j'allais dire un clapot, quelque chose de bref, de rugueux, mais extrêmement sonore, extrêmement coloré, entrechoqué, quelque chose qui va vite et que j'ai... Alors j'ai toujours rêvé un jour, moi, d'être traducteur dans The Mist, par exemple, là, un supermarché, et tout d'un coup vous découvrez que tout l'extérieur est recouvert par un brouillard, et vous tenez ça là en 60-70 pages. Waouh, ça c'est Stephen King. Ou un truc là dans un parc d'attractions avec sa grande roue, et puis tout c'est éphémère, et puis tout d'un coup les étudiants qui viennent là comme vacataires l'été, et puis la petite piole qui loue à 2 km, et puis le chemin à pied pour passer de la piole au parc d'attractions, puis tout d'un coup ça comprend, etc. Alors c'est pas évidemment le premier Stephen King que j'ai lu. Est-ce que je l'ai lu à cause de la longueur? Non. En plus, je l'ai lu de façon numérique. En plus, c'est un page turner. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes embarqué là-dedans, je ne m'étais même pas rendu compte absolument de la longueur, puisqu'il n'y avait pas plus d'épaisseur que mon petit Kindle. Et c'est pour y voir de plus près. Pour l'atelier, là, comme je dis, je vais quand même aller voir la traduction, traduit de l'anglais États-Unis par Nadine Gassi, que je ne connais pas, mais en tout cas, là maintenant que je me suis replongé dedans, je valide. Ça se lit. Alors il s'agit de quoi? Je ne vais pas entrer non plus dans le thème, juste pour positionner mon exercice, et je vous ai photocopié un extrait un petit peu long, mais c'est proportionnel au livre, justement. C'est je crois une quinzaine de pages qui sont là vraiment dans le début, et évidemment peut-être vous n'y comprendrez pas grand chose, puisque cette mise en place narrative absolument soigneuse, nous on va l'oublier, s'en détacher. Mais cet extrait, vous verrez qu'il y a 2 nappes, et je vais aussi m'en servir pour la 9 bis, puisqu'on est à la 9. Alors 9 et 9 bis, Stephen King, de quoi il s'agit? C'est 22-11-63, pour certains d'entre nous. Moi, ça correspond par exemple à l'arrivée de la télévision au domicile familial. Grosse télé, noir et blanc, avec son ovale, avec la mire, avec les boutons, avec l'image tremblante, et puis à peine on avait ça d'installé dans la maison. C'est quoi? C'est les images de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, et c'est pas la question du direct, évidemment, il était hors de question d'avoir une transmission à distance, mais presque, et ça, tout d'un coup, quelque chose qui se passe de l'autre côté du monde, et vous en devenez le spectateur visuel, bon, ça résonne très fort, par exemple avec le peintre de la vie moderne de Charles Baudelaire. C'est aussi, alors si je ne me trompe pas, Paris Match, par exemple, les photographies, là encore, le message visuel qui vous vient de très loin, l'intérieur était tout en noir et blanc, mais la première une en couleur de Paris Match, je crois que c'était les obsèques de Kennedy. Alors, évidemment, événement historique qui conditionne, comme le 11 septembre 2001, tellement bien plus tard. Et là, la perception sera littéralement en direct, à quelques secondes près. Alors, pour un auteur comme Stephen King, qui a largement fait ses preuve, quand il se lance là-dedans, il y a à la fois une dimension autobiographique, c'est-à-dire cet événement politique qui a évidemment déterminé le destin de son pays, mais qui reste comme un point d'intensité particulièrement massif, obscur, opaque, dans sa biographie à lui, dans son rapport à sa vie, et probablement aussi l'imaginaire, l'écriture. Simplement, c'est pas tout de suite qu'il l'aborde. Oui, il n'a pas besoin d'événements historiques ou politiques pour écrire. Il est de taille à les inventer sous sol.
un clown qui marche dans une rue, et puis voilà, ça suffit, c'est parti. Mais simplement, c'est comme si c'était une sorte de rendez-vous intérieur. C'est pas un livre, il n'y a pas d'effet, ni d'horreur, ni de ces espèces de rassemblements de fiction et d'attente là, qui sont un petit peu la marque de fabrique du très calme monsieur qui s'appelle Stephen King, qui écrit chez lui dans une petite machine à écrire là, coincée à cause des enfants, juste là dans un petit recoin en dessous l'escalier, avec un emploi du temps extrêmement régulier, et puis être capable de tenir ça toute sa vie, parce que même si on n'en a plus besoin, qu'est-ce qu'on sait de mieux faire, qu'est-ce qu'on a le plus besoin intérieur de faire, sinon d'écrire et d'inventer des histoires. Donc, un livre où il est question de l'assassinat de Kennedy, très peu, on va le croiser là dans quelques pages à la fin. Simplement, le projet s'énonce tout de suite, c'est-à-dire si on est capable de traverser des couches temporelles, est-ce qu'on peut modifier le cours de l'histoire? Oh, ça aussi, c'est pas une nouveauté, c'est vieux comme la littérature, c'est toute l'entreprise de fiction travaille en permanence. Ça n'a pas attendu de s'appeler science-fiction pour ça, ou uchronie, ou dyschronie, etc. Alors, je ne vais pas entrer plus dans la machine de Stephen King. Si vous aimez, vous aimez. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Ce qui m'importe là où ça rejoint en profondeur les questions d'écriture, c'est un tout petit livre. Là. Alors là, ça s'appelle Handwriting. Notes on Craft, etc. C'est-à-dire de l'écriture, notes sur le métier d'écrire. Et ce petit livre, le handwriting, si vous êtes familier de la langue anglaise, évidemment, vous le téléchargez en numérique pour quelques euros, et sinon vous le trouvez en France en poche aussi. Je crois que c'est vraiment le livre de poche. C'est pareil, ça coûte 8 balles, c'est pas, et ça fait 120-130 pages, mais bon, c'est traduit de l'écriture. Alors bon, je vous dis, moi j'ai toujours un petit peu de réticence là, c'est pas les traducteurs les plus funambules à qui on confie ces choses de grande industrie. Mais le handwriting de Stephen King, c'est comme les deux petits Annie Dillard, En vivant, en écrivant et Apprendre à parler à une pierre, qui sont aussi des livres sur l'écriture dont on s'était servi dès le départ de l'aventure de ce cycle. Alors, justement, c'est dans ce handwriting, je ne vous le montre pas, mais il n'y a pas besoin, faites-moi confiance. Moi, je ne l'ai qu'en version anglaise et numérique, qu'il raconte là, différentes scènes autobiographiques, une année qu'il passe hors scolaire, coincé à la maison, une autre année où le père était parti, il y a la mère et les deux frangins, et puis les élèves seuls, c'est pas facile, et quelquefois la vie de la mère garde sa part secrète, et là où ils habitent, il y a une période comme ça, il y a une suite de déménagements, une période où ils sont dans un immeuble au 3e étage, et il arrive qu'au sortir de l'école, les deux gamins soient là, en bas de la cage d'escalier, en attendant que la mère rentre du travail, et c'est là où il y a un petit passage dont j'ai compris l'importance au moment où je lisais le 22-11-63, ou je ne sais plus dans quel ordre, 63-11-22 à l'envers du titre américain. Il nous raconte ce parking. Ce parking, c'est à la taille américaine, et puis il y a une espèce d'usine derrière, avec des bruits, une sorte de laverie industrielle, en tout cas une usine textile, et puis il y a un petit peu comme partout une sorte de mobile home avec là un type qui fait de la bouffe, food truck comme on dit maintenant, que c'est à la mode, mais à l'époque, moi pareil, j'en ai connu tellement, et c'est tellement... Qu'est-ce qu'on fait, nous? On les photographie, ces objets presque devenus de folklore. Et puis derrière le parking, il y a une voie ferrée. Et cette voie ferrée, là, pour les deux gamins, là, commence l'aventure. Commence aussi les souvenirs liés au danger, commence souvenirs de la transgression, un accident, etc., etc. Et là, c'est là où il y a cette petite phrase, donc, dans le handwriting de l'écriture de Stephen King, il dit que ce dispositif, le parking,
l'usine, la voie ferrée sont revenus d'une façon ou d'une autre dans l'ensemble de ces histoires, dans l'ensemble de ces romans. Et là, pour moi, après, évidemment, on voit une figure tellement archétype si on se souvient de telle histoire de Stephen King, par exemple celle de la fête foraine, on voit bien l'endroit où ça pouvait être dans le livre que ce vague souvenir, mais là, qui n'est pas du tout posé comme souvenir d'enfance. Par contre, là où il a un rendez-vous intérieur fort avec lui-même, c'est-à-dire travailler fictionnellement sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963, alors que lui publie ce livre 50 ans après. Je ne sais même pas si ce n'était pas là pour ce cinquantenaire-là qui a déclenché l'écriture. Et bien tout d'un coup, là, ce petit passage de handwriting va devenir central. Alors, central quoi ? Ce dispositif, c'est-à-dire un immeuble, un parking, l'usine, le mobil-home avec le petit épicier pizza, et puis derrière, la voie ferrée. Pas plus. Simplement, dans le livre sur Kennedy, on est dans la fiction. C'est pas le souvenir d'enfant du jeune Stephen King. Mais vous verrez dans le passage, et évidemment, je laisse essayer de laisser tomber l'arsenal, le rôle du personnage. Oui, mais le rôle du personnage non plus, il n'est pas si simple que ça. C'est une sorte de passeur. Le passeur... il va aider à traverser le temps, et pour que ce soit possible, on va le prendre là, dans une espèce de bulle temporelle qu'on va distendre. Ce personnage-là est affecté d'un cancer du poumon. Bah ouais, il a tout le temps fumé, là, et puis de toute façon, il n'est pas jeune. Et donc, c'est ces dernières heures, et dans cette... Bon, j'entre pas dans l'histoire, je veux pas rentrer dans l'histoire. Ce qui m'importe, c'est que tout d'un coup, là, lui, content de travailler sur quelque chose qui va se passer dans 1000 pages. Qu'est-ce qu'il installe ? Il installe quelque chose qu'il doit connaître, et donc il prend dans un moment de son enfance et de son adolescence. En gros, d'ailleurs, la limite entre ces deux âges, ces moments-là où on attend la mère, et quelquefois elle reviendra tard, et qu'on est là sur le parking, et puis au contraire, dès qu'on a une possibilité d'échapper, c'est aller sur la voie ferrée, explorer, etc. Il va prendre ça. C'est-à-dire, c'est pas un souvenir d'enfance. C'est un dispositif. C'est-à-dire, c'est des lieux que rétrospectivement, lorsqu'on les utilise, parce qu'ils sont archétypes. L'usine, la petite épicerie, ce mobil-home calé sur parpaing, la voie ferrée derrière, eh bien, ce dispositif archétype, quand on l'utilise, on sait que cette image, elle est liée à l'enfance. Elle est liée à des rêves qu'on peut continuellement refaire et où on revient visiter ce lieu, mais on ne l'établit pas comme autobiographique. Je ne vous demande pas, là, pour cet exercice 9, de travailler sur un lieu en tant qu'il est autobiographique. Je vous demande, et c'est là où on commence à glisser dans quelque chose de formidable avec ce cycle, et d'imprévu pour moi aussi, de rester là dans votre univers, l'univers que vous avez construit fictionnellement, là, maintenant, de proposition en proposition, puisque 8 et 8, 16 avec les bis, plus le prologue, on est quand même au 17e texte qu'on écrit. Et en ouvrant ou en continuant ou en développant, là où vous êtes dans cette fiction, au présent de la fiction, attention, parce qu'on va travailler aussi là sur ce dépli, là, tout bientôt. On va entrer là et on va augmenter la fiction, développer la fiction, ajouter à la fiction, en convoquant ces géographies, stéréotypes, de l'enfance, celle qu'on retrouve dans les rêves. C'est pas grand-chose, ça peut être juste une géométrie. Pensez à une toile de Chirico, la tour rouge, l'esplanade, puis un petit point de détail. C'est pas plus que ça. Mais ça,
chez Stephen King, pour moi, c'est ça là, qui est important dans ce bouquin. C'est-à-dire ce qu'il cherche à développer, c'est pas simplement que dans chaque bouquin, on repasse par ce parking. C'est que là, tout d'un coup, le parking devient central. Alors, en gros, ça suffirait ce que je viens de dire. Lui, donc on a une entreprise temporelle qui va se faire magistralement construit, comme tout de Stephen King. C'est-à-dire que la première fois, l'épicier là, sort à l'agonie, mais ça, regardez Rabelais, quand ils vont obtenir une parole de vérité. Ben oui, on dit que les poètes qui inventent tout le temps leurs paroles, quand ils sont à l'agonie, n'ont plus le droit de mentir. Donc on va voir Ramin Agrobis à l'agonie. Eh bien, le type se débrouille pour pousser, là, le narrateur, qui est un prof. Il est en train de corriger ses copies dans la salle des profs. Puis, cette épicerie, là où lui, il va, le type l'appelle au téléphone, il n'est pas habitué à ça. Et puis, de toute façon, les autres collègues profs, ils vont pas aller dans cette espèce de mobilhome pourri. Et puis, en entrant, donc tu rentres à l'intérieur, et puis au bout, tu as la réserve, réserve des petites épiceries, et puis encore au bout, dans ce truc qui a priori est calé sur des parpaings au-dessus du sol, eh bien, tu avances sur le linoléum. Il y a un vieux linoléum gris. Le mot linoléum est déjà aussi une sorte de décalage temporel, mais dans le présent de la narration, dans notre présent à nous, eh bien, tout d'un coup, ce linoléum devient une sorte d'escalier. Et ce qu'il retrouve là, c'est précisément la voie ferrée. C'est-à-dire la voie ferrée de l'enfance, dans cette précision de l'enfance, et il met du temps à comprendre que ce qu'il voit, c'est réellement la voie ferrée, l'usine. Par exemple, l'usine, elle ne marche plus, elle s'est arrêtée, tout est un peu délabré, fini. C'est pour ça que le petit camion d'épicerie, le type, c'est vraiment la dèche, parce que maintenant que l'épicerie, que l'usine, c'est fini, comment voulez-vous que ça justifie là ce qui, lui l'a fait tenir toute sa vie avec ses hamburgers et ses pizzas et ses bouteilles de soda. Eh bien, l'usine, non, il y a du bruit, elle fonctionne. Tiens donc. Et il prend conscience du décalage temporel. Il y aura un deuxième voyage qui là sera volontaire et où il va expérimenter sur un fait divers, d'ailleurs un fait divers qui est aussi un truc récurrent là, dans différentes histoires de Stephen King, qu'il est capable d'intervenir et de dévier en partie le cours de ce qui est en train de s'accomplir et en réchapper. Et donc, le troisième voyage, là, il devient sous une autre configuration, c'est-à-dire tenter d'inverser le cours de l'histoire avec ce Lee Oswald, ce Jack Ruby, le mystère qui entoure à Dallas l'assassinat de Kennedy. Et c'est pas tricher avec la fin que dire à quel moment nous on aura tenu les 1000 pages. Et ça, il n'y a que des géants comme Stephen King qui peuvent le faire. C'est que, de façon implacable, non, on ne peut pas détourner le cours de l'histoire, mais tout au long des 1000 pages, on aura joué le coup avec lui. Voilà à quoi sert ce parking. Je m'en tiens là pour cette première proposition, parce que la 9 bis, on y revient. Il se peut même que je l'enregistre là, tout de suite, à la file, mais là, pour moi, la première chose, c'est uniquement le lieu. C'est-à-dire, vous restez dans votre univers au présent. Et ensuite, chacun va inventer sa ruse, chacun va inventer sa transgression. Mais dans cet univers au présent, une configuration géographique, chez lui, l'immeuble parking, l'usine et le petit camion d'épicerie vont venir s'adjoindre, vont venir traverser, prolonger fictionnellement là où vous en êtes de la fiction. C'est difficile, il n'y a aucun lien. Si, le lien, c'est le fait que
dans nos rêves, au présent, dans notre imaginaire, au présent, ces configurations, ces archétypes sont toujours là, nous traversent, nous. Vous n'allez pas y arriver? Il n'y a rien qui vous vient? Vous ne l'avez pas, cet archétype du parking avec l'usine d'épicerie? Ah ben, si je vous dis, passez la proposition, attendez la suivante, d'ailleurs, ou même la bis, ce serait tellement vexant que, bien sûr, dites-vous aujourd'hui que vous n'avez pas de quoi partir, mais on verra demain matin. Moi, j'ai confiance. Allez vous balader un petit peu dans Stephen King, tâchez juste de ne pas vous faire piéger. C'est pas la question du personnage, de la situation, des dialogues qui m'intéresse. C'est une figure qui justement n'est pas dite et n'appartient pas à ce livre. Il n'est dit nulle part dans ce livre que le parking, le petit mobil-home d'épicerie, l'usine, la voie ferrée, ce sont des choses autobiographiques. On est dans de la fiction. Simplement, il existe un livre antérieur à celui-ci, au moins 10 ans avant, qui s'appelle On Writing. Écrit, vous savez, dans ces mois où Stephen King, là, dans ses balades, se fait renverser, là, il est au bord de la route, un 4x4 le prend par l'arrière, parce que le type du 4x4, ce qu'il dira, c'est que son chien, il aboyait, alors il s'est retourné sur le truc, il a donné des tapes au chien pour le faire taire, il n'a pas vu le piéton, et boum. Et il y a cette phrase, qu'il n'y a pas de mauvais chien, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Il faut bien 6 mois, 8 mois à Stephen King pour s'en tirer, se réparer. Est-ce qu'il peut encore écrire? Il ne le sait pas. Simplement, la première chose qu'il fera, ce sera de dépenser $5000 pour racheter le 4x4 au bonhomme et de le détruire à la masse. Ça, c'est On Writing. C'est juste pour vous dire, si vous n'avez pas lu ce bouquin-là, il faut vraiment en passer par lui. Pas la question de ce qu'écrit le bonhomme, c'est la question que comment on s'interroge pour l'écriture, comment on s'interroge sur l'écriture, chacun de nous, tous et toutes, et que tout ce qui nous parle d'écriture, ce sont les outils les plus importants. Et donc c'est là, dans ce handwriting de l'écriture, qu'il y a ce tout petit passage où tout d'un coup, on se dit rétrospectivement, mais merde, c'est le lieu fictionnel du 22/11/63, là, dont il nous dit qu'avec son frère, dans les heures au soir où ils attendent la mer, le parking, l'usine, la voie ferrée, la petite épicerie, il le met dans tous ses romans, sans savoir, qu'il le mettrait dans celui-ci. Voilà, c'est la 9, ce que je vous propose. J'en attends beaucoup.